Contrôle plat du pied. Je sais pas quoi vous dire. Lui, il est le meilleur joueur du monde. Contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine. Il Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Tu sais combien je te paye la pompe aux jouettes avec tes pieds quoi. Je sens qu'on va pas être copains. Contrôle... à plusieurs de contrôle. Tant mieux pour le football. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la troisième mi-temps, saison 1, épisode 3, vous avez de la chance, ici c'est pas The Walking Dead, pas besoin d'attendre la fin de la saison pour qu'il se passe quelque chose. On a un programme chargé ce soir, donc tout d'abord je vais présenter ceux qui sont autour de la table. À ma droite directement, on a le plus beau Landry Le Carpentier. Bonsoir à toutes. On a un invité de marque pour nous parler du hackathon SMC en l'honneur de Yanis. Salut. En face de moi, le spécialiste BPL de la troisième mi-temps, Baptiste Fauvel. Bonsoir tout le monde. Et à ma gauche, on a Arthur Mélin, le spécialiste Liga BBVA. Salut Arthur. Salut. Donc, on va tout de suite commencer par revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On a eu un malheureux événement. Landry... Ouais, c'est moi. Donc, t'as perdu le quiz. D'ailleurs, sur ce quiz, on va revenir vite fait. La dernière question, on a dit que c'était l'Uruguay qui avait gagné la Coupe du Monde 1934. Bon, ça remonte déjà, on s'en fout un peu. Mais c'est donc l'Italie après vérification. Donc on tenait à faire notre mea culpa. Mea culpa, désolé tout le monde. Et donc, suite à ça, Landry, tu dois... T'as un gage, donc vas-y, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Faut que... dis-nous ton tweet là, Vous vous souvenez du tweet? Oui, d'ailleurs, s'il perdait le quiz, il devait le dire, donc vas-y, tu nous dis ton tweet. Ça va être très gênant. Hein. Alors, rigolez s'il vous plaît. Attends, on repasse le contexte. Donc, il y a... C'est SM Caen en avant Guingamp. Thibaut Giresse. Il y a Thibaut Giresse qui vient de décapiter Jeff Louis. Donc, je dis, soi-disant, c'est Vigipirate, mais Giresse qui fait l'attentat au Roudourou, on dit rien. Que fait le ministère de l'Intérieur? Ok, d'accord, merci. C'était gênant. Merci Landry. Donc, la semaine prochaine. On va faire le sommaire. Donc, gros programme ce soir. Notamment un petit billet d'humeur de Baptiste qui va suivre. Arthur. Qu'est-ce que je raconte d'Arthur qui va suivre. La Ligue 1, on va parler du SM Caen. On va parler donc une grosse page sur le hackathon avec nos deux invités, Yanis et Arthur. On va faire notre petit tour d'Europe habituel avec nos experts de chaque championnat européen. On va parler de l'équipe de France. À J-12, on va vous dévoiler nos listes pour les milieux. La semaine prochaine, on vous dévoilera nos attaquants. Je match pour les rencontres de la semaine. Et on va terminer par le quiz pour savoir qui animera l'émission la semaine prochaine. Mais tout d'abord, on a quelqu'un qui sait manier la plume. Arthur, tu peux nous dire c'est quoi ton billet d'humeur cette semaine? Ouais, donc j'ai un billet d'humeur inspiré par une des deux demi-finales de Ligue des Champions. Donc comme on le sait, le foot et le sport en général se nourrissent de duels. Il n'est pas ici de question d'une rivalité, mais d'une vraie opposition de style. C'est la possession face à l'efficacité pure, l'assurance face à l'envie, l'esthétisme face à la rigueur, la classe face à la grinta. C'est en résumé le Bayern face à l'Atlético, et c'est surtout Pep Guardiola, le penseur, face au Cholo Simeone et sa grinta légendaire. Cette demi-finale est fantastique, puisqu'elle permet de voir s'opposer deux des plus grands maîtres du jeu d'aujourd'hui. Le fait de voir s'opposer deux philosophies radicalement différentes apporte un supplément d'âme à ce match. Il le rend 10 fois plus passionnant que n'importe quel autre. Donc on a le Bayern qui possède la balle 70% du temps. Pour Pep, plus ils ont la balle, plus ils peuvent être dangereux et moins être en danger. En face, on a le bloc mis en place par le Cholo. Comme on le sait tous, il s'applique à bien défendre. Ils sont prêts à exploser vers l'avant à chaque récupération de balle. Certains diront qu'on doit choisir notre camp. Qu'on ne peut pas les aimer tous les deux, comme on ne peut pas aimer Anquetil et Poulidor, comme on ne peut pas aimer Nadal et Federer, comme on ne peut pas aimer les Bulls et les Knicks, comme on peut ne pas aimer Bolt et Gatlin, car tous les opposent. Mais moi je vous le dis, je les admire et les respecte vraiment tous les deux. Donc rendez-vous demain pour encore 90 minutes ou plus de bonheur. Les hommes de Guardiola risquent de confisquer encore plus le ballon que d'habitude pour créer une faille dans la défense compacte comme jamais, j'ai envie de dire, de l'Atlético et des joueurs gonflés à bloc par le Cholo qui ne lâcheront pas un centimètre à leurs adversaires. Donc à demain, messieurs. Ça vient du cœur. Donc t'es pressé de demain. Ouais. Quelles sont vos réactions, vous, au niveau des
Au niveau des styles de jeu, Baptiste? Moi non, je veux juste, je suis d'accord avec Arthur, on ne doit pas forcément choisir son camp. Je veux juste faire un petit clin d'œil au livre Comment regarder un match de foot, qui s'intéresse aux tactiques et qui explique les tactiques très bien. C'est ouvert à tous et tout le monde peut le lire, même si on n'a pas une connaissance très poussée du foot. Et il parle notamment de cette opposition de style, et en disant les vices et les points forts de chacune des deux styles. Et voilà, je voulais juste faire un coucou au livre de Raphaël Cosmidis et de Julien Maumont notamment. Donc toi, c'est bien pour le clin d'œil. Toi, t'es plus dans quelle philosophie? Possession, contre? Je veux dire, moi je serais plus dans la tactique de la possession, comme... il l'a expliqué un peu. Si t'as le ballon, tu peux pas prendre de but. C'est logique. J'ai expliqué dans le billet la semaine dernière sur une touche. Et voilà. Et si t'as le ballon, tu peux marquer des buts. Donc si t'as le ballon 70% du temps, t'as que 30% du temps du match pour prendre un but et t'as 70% du temps pour en marquer. Donc si tu fais un calcul rationnel, t'as plus de chances. Après, si la conservation de balle est stérile, si elle est trop basse, si t'as pas au bout d'un moment la verticalité qu'il te faut ou le facteur X qui fait que tu vas pouvoir marquer un but. Autant avoir ces ingrédients sur 30% du temps du match que en avoir aucun sur 70. Tu parlais d'une touche, donc c'est ton site internet que tu as fondé, unetouchedeballe.com, allez faire un tour. .net. Landry, toi qui viens du pays du Catenaccio, qu'est-ce que tu penses sur cette opposition de style? Moi je suis plus partisan de Pep Guardiola. Enfin moi aussi je suis plus un adepte de la possession. Après, faut savoir, quand on sait accélérer, c'est intéressant, mais quand t'as pas les joueurs qui peuvent accélérer à tout moment, ça sert à rien de garder la balle 70% du temps. Ouais, comme au Barça de Guardiola, qui pouvait faire la différence en un geste. Y a personne qui est plus partisan du jeu de l'Atlético? Si, je pense que faut être pragmatique. On va pas se le cacher. Le jeu de Diego Simeone est pas le plus séduisant qu'il existe. Mais il y a une sorte d'âme dans cette équipe. Je pense que lui-même, on le voit, il est très actif sur le bord du terrain. Il inculque vraiment une vraie philosophie à ses joueurs. Et c'est quelque chose qu'on admire dans le foot. C'est quelque chose de très romantique. Et, ouais. On parlait de la semaine dernière aussi de ça, avec le ballon qui était rentré sur le terrain. On parlait de la passion qui a ses bons et ses mauvais côtés. Arthur? On parle beaucoup de tactique, mais Simeone, il joue pas tout là-dessus. Il joue beaucoup aussi sur l'émotion et il donne une telle hargne à ses joueurs qu'ils misent beaucoup là-dessus. Et même s'ils ont moins le ballon, quand ils l'ont et quand ils l'ont pas, c'est des... Après, je pense pas qu'il faut faire de Cholo non plus juste un meneur d'hommes. C'est quand même un grand tacticien. Quand tu regardes derrière, clair. Voilà, le match est joué, t'avais les points forts du Bayern. Où fallait pas, ça sera aussi le duel de demain, parce que le faire à l'extérieur et le faire à l'Allianz Arena c'est pas facile, mais en fait le point fort du Bayern c'est de provoquer des 1 contre 1 sur les ailes avec Coman, Douglas Costa et Robben, et justement l'Atlético a réussi à jamais se retrouver en 1 contre 1 sur les ailes. Ils étaient toujours au moins 2 pour bloquer l'espace, et ce qui a fait que Lewandowski en fait il a eu aucun ballon. Ok, donc c'est bon, on referme la page sur ce billet d'humeur. Merci Arthur. On va passer tout de suite à la page Ligue 1. On prend des nouvelles de notre bonne vieille Ligue 1. C'était le match de football des Montpelliernais contre les Limoges. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. La Ligue 1 qui a vécu un bon week-end. C'est un bon week-end de Ligue 1 dans l'ensemble. Donc la course à l'Europe déchaîne les passions. Victoire de Lyon sur Ajaccio. Victoire de Monaco face à Guingamp. Donc la semaine prochaine, est-ce que vous pensez que Lyon-Monaco, ça peut être une finale au grand stade de Lyon? Oui, ce sera sans doute un des matchs de l'année, je pense. Va falloir le regarder, quoi. Ils vont jouer la 2e place et comme dit Olas, c'est peut-être le match du titre. Arrête, derrière le PSG. La Russie fait pas partie du Qatar. Ok. Non, mais... je veux juste réagir parce qu'en fait on dit souvent que c'est une finale parce que les deux équipes sont à égalité de points, et pour moi ils sont pas à égalité de points parce qu'il y a 2 journées de la fin. Il y a Lyon qui a une diff de plus 22 et t'as Monaco qui a plus 10. Alors pour moi Lyon a un point d'avance, surtout que c'est au Parc OL où Lyon est invaincu. Alors Monaco est obligé de gagner. Un match nul arrange pas les Monégasques, et ce qui fait que je donne avantage à l'OL sur le match parce que Monaco ils vont être obligés de se découvrir forcément parce qu'ils doivent marquer, et que c'est pas forcément là qui sont les meilleurs, puisqu'ils préfèrent jouer le contre souvent.
De toute façon, celui qui gagne, il est deuxième. Voilà. Merci. C'est très simple. Il est deuxième pour la 38e journée. La 38e journée, c'est Lyon-Reims. Reims qui va jouer son maintien quand même. Ils sont toujours dans la course. Et Monaco qui va jouer son maintien, mais avec rien. Reims, il n'y a rien. Ouais. Regardez le match de ce week-end. Ce week-end, il y avait peut-être rien, mais il y avait de la hargne. Il y avait un sursaut d'orgueil de la part de Reims. C'est ce qui va durer jusqu'à la 38e journée. Pour moi, il n'y a pas on grand-chose. peut aussi compter sur Lyon pour avoir de la hargne dans la dernière journée. C'est Après, je pense que on peut faire confiance à Monaco. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Jardim sait changer son équipe, sait la faire jouer et sait s'adapter à toutes les situations. Donc je pense pas que je mettrais Lyon vainqueur dès le début. Ouais. On peut faire confiance à Monaco. C'est une équipe qui aime les gros matchs. Monaco, eux, vont se déplacer à Montpellier pour la dernière journée de Ligue 1. C'est plus tranquille quoi. Montpellier qui a rien à jouer. Non, en plus ils se déplacent même pas, ils reçoivent. Enfin bon, Monaco, c'est peu importe quoi. Ils ont plus de supporters extérieurs. Ils ont toujours plein de supporters extérieurs. Le parquage est une toujours grosse plein. communauté monégasque. Plein de monde. D'accord. Donc on est tous d'accord pour dire que c'est une finale Lyon-Monaco la semaine prochaine. Ouais. Mais c'est une finale, mais moi j'y tiens. C'est pas une finale à égalité. D'accord. Donc, dans le bas de tableau, Ajaccio et Reims marquent le pas, ne prennent pas de points cette semaine, tandis que Toulouse continue à grappiller du chemin, même si c'est qu'un point cette semaine. Ouais. On en parlait déjà la Sans semaine Ruffier, dernière. ça aurait été 3. Ouais, quel match. Et encore un scénario qui pour moi prouve que Toulouse va descendre. Si tu gagnes pas un match comme ça, enfin je veux dire, ils ont pas de chance. Ils sont tombés sur le meilleur match du Ruffier depuis au moins 5 ans. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gardien faire un tel match. Oh, Mandanda contre Lorient. Mandanda cette saison. Ouais, cette saison contre Lorient. Mandanda, il a sorti des gros. Ruffier s'est fait 7 arrêts pendant ce match. Mandanda en faisait 8. Dans un penalty, le penalty Ben Yedder, il est pas si mal tiré, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc par rapport à ce match et par rapport à Toulouse en général, Toulouse revient à portée de tir de Reims, c'est-à-dire que que le Gazélec Ajaccio, c'est-à-dire que Gazélec Ajaccio premier non relégable avec 37 points, et donc Toulouse est à 34 points. Donc là, en l'occurrence, les trois équipes se tiennent à une portée de tir d'une seule victoire. Donc est-ce que Toulouse est vraiment relégué pour vous, ou est-ce que Toulouse peut le faire? Pour moi, ils peuvent le faire, mais il faut pas oublier que le Gazélec, en plus, ils vont à Paris. Donc à Paris, ils vont, à part énorme surprise, mais ils vont pas prendre de points. Ils reçoivent. Il reste qui pour Toulouse à jouer encore? Toulouse, tu me poses une colle là. 3 et un autre. 3 et un club qui a plus rien à jouer. Non, Reims, 3. je crois pas. En attendant, pour moi, Toulouse, j'espère, ils vont se sauver, mais Gazélec, s'ils sauvent, ils tombent l'année prochaine. Donc Landry, t'espères que Toulouse va se sauver? Yanis? Moi, je suis pas très confiant, comme a dit Baptiste. Il y a une question de chance, et ils n'ont pas eu les événements favorables pour eux dans cette fin de saison. Donc toi, Baptiste, tu partages ton 10% de chance que Toulouse se maintienne. Très exactement. Et Arthur? Comme on l'a dit la semaine dernière, moi je pense que ça va être compliqué. Moi j'espère qu'ils vont se maintenir. Il aurait fallu avoir Duprat peut-être bien avant. Ouais. Duprat qui est assez modeste. On le voyait parler avec Roland Romeillet, le président stéphanois. Et il disait qu'il le félicitait pour son boulot à Toulouse. Et Pascal Duprat, il disait j'ai pris l'équipe 19ème, je repars. Aujourd'hui je suis 19ème, je vois pas quel mérite j'ai. Donc c'est sympa de voir de la modestie. Duprat, c'est un adepte des grandes phrases. Voilà. Le Baudelaire de la Ligue 1. Alors, donc dans le ventre mou, Caen est bien installé. C'est pour ça qu'on va passer à notre page Malherbe, Landry. Ouais, et ce week-end, le Stade Malherbe qui recevait à la maison Bastia, et le spectacle était plutôt en tribune, puisque c'était également les 20 ans du MNK qui ont mis le feu à la tribune au sens propre comme au sens figuré. Les Canets, qui n'ont plus grand chose à jouer, avaient malgré tout envie d'offrir la victoire à leurs supporters, mais ce ne fut pas le cas. Un match plutôt tranquille, assez calme. On sent que c'est la fin de saison, et moi j'avais une question. C'était les 20 ans du MNK, et d'après vous, selon vous, est-ce que Caen peut devenir un des publics les plus chauds de France? Il faudrait que ce soit l'anniversaire du COP à tous les matchs. Ouais, encore. Alors en tout cas, c'est marrant que tu poses cette question, parce que c'était en tout cas le souhait de Jean-François Fortin. Comme il est venu à l'Esplanade là, pour la fan zone qui a été mise en place, il voulait faire de Caen un stade, une citadelle imprenable, il a dit, il me semble. Et alors c'est un des souhaits. Ils ont la chance d'avoir des relations saines avec la direction, ce qui peut toujours aider quand t'es un COP, mais le problème c'est que pour moi il y a des limites. Déjà quand on regarde sur les 4 carrés de la Borelli, même avec le début de saison qu'ils faisaient, il y en a toujours 2 qui chantent, et tu peux pas limiter
peux pas faire un test de chant à l'achat des billets ou à l'achat des abos. Tu peux pas sélectionner les gens et ça a toujours été comme ça que les extérieurs ne chantaient pas. Et aussi, il y a une limite, c'est que la Normandie, c'est pas non plus une terre de football. Voilà, comme en France. En France, après, il y a peut-être Saint-Etienne, Lens ou Marseille qui sont des villes qui vivent pour leur club. Mais sinon, voilà, on n'est pas en Italie où un petit club peut être chaud bouillant ou en Espagne ou en Argentine. Je veux dire, il y a une limite à la passion et je pense que là, le COP a 750 membres là. Ouais, c'est je vois pas qui peut aller à plus de 1500. Ouais, donc c'est en Borély, c'est vrai que c'est toujours au milieu que ça chante, le reste est plutôt calme. Est-ce que le virage peut prendre en ambiance avec ses 20 ans du MNK, attirer la foule? Peut-être que ça peut attirer du monde. Moi, je pense que ce qui serait pas mal, ce serait que à terme, la tribune au-dessus, c'est quoi le nom? La seconde. Que la seconde soit aussi une tribune debout et que ça chante aussi. Ça paraît pas très simple à réaliser, quoi. Après, on voit en Borély, il y a toujours des gens qui ne sont pas écartés ou quoi. Ils vont en Borély, ils vont chanter avec le MNK. Moi, j'ai mes idées en tête. Pourquoi pas le MNK un peu le diviser en deux, les emmener en populaire ou en seconde? Il ferait chanter tout le monde parce qu'il y aurait plus de monde qui chanterait, parce que techniquement il y aurait plus de monde. Après, c'est déjà. Pardon. Après, je suis pas sûr que ça soit aussi forcément ce que les gens recherchent. Tout le monde ne veut pas être torse nu à chanter et après ça a un lien avec la deuxième partie. Et dans ce cas-là, il n'y a pas l'identité régionale recherchée par le projet Gravelines-Fortin. Ah oui, non mais je suis d'accord que moi je serais partisan de toute une tribune, de tout le côté gauche du terrain quand tu rentres qui chante, mais après il faut trouver le monde pour chanter. Ouais. Et je suis pas sûr qu'il y a assez de monde en Normandie pour constituer un COP digne, un mur. Qui va souvent en Borély autour de la table? Moi j'y vais à chaque fois, je suis abonné. Donc Baptiste, Landry sont abonnés, Arthur? J'y suis allé quelques fois, pas très très souvent, mais j'y suis allé. Occasionnel, occasionnel, et personnellement occasionnel aussi, donc il faudrait. Après, le problème quand tu vois à Caen, c'est que les abonnés, il n'y a pas beaucoup de places disponibles quand tu achètes une place à la place et tout le monde veut pas s'abonner. Et il y a des gens qui prennent leur carte en Borély juste parce que pour les tarifs. Et donc voilà, après ils viennent pas pour chanter. Mais comment tu veux faire une sélection? Tu sais pas si le mec quand il achète sa carte s'il est abonné ou quoi. C'est l'intérêt des virages, c'est les parties populaires, c'est les parties où le peuple se mélange. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont enlevé les tarifs étudiants la saison dernière, pour espérer, pour pas qu'ils privilégient le prix, mais plus l'encouragement, on va dire. Ok, donc on a fini sur les pros. On va tout de suite marquer une première pause. On se retrouve juste après.